Bonsoir, on va reprendre l'échange de Brenna Jovanov. Beauté et vérité, chapitre 18. Ce mardi matin, quand je descendis prendre mon petit déjeuner, ma sœur et ma mère étaient déjà parties. Je mangeais seule mes céréales, debout devant l'évier. J'essayais de me remémorer la rumeur de la foule Austerlite, le goût des baisers de Tate, la caresse de sa main dans la mienne. Mais c'était la conversation avec ma mère qui dominait tout le reste, comme une égratignure que je croyais frôler du bout des doigts, avec la vague tentation de creuser par-dessous. Dans le living, mon père regardait par la fenêtre, les mains derrière le dos. Je m'assis par terre devant le canapé. Le son de la pluie me procurait la sensation morne et floue d'un rêve incertain, et je m'adossais en constatant combien il était difficile de communiquer avec qui que ce soit. Comment exprimer tout ce que j'avais à dire? C'était trop compliqué, beaucoup plus que d'embrasser Tate ou de partager le terrible secret qu'elle m'avait confié sur sa sœur. J'étais oppressée par cette proximité avec quelqu'un qui en savait tant sur moi, et pour qui j'allais devoir me transformer en une personne réelle. Je n'arrêtais pas de penser à sa bouche, à ses mains glissées sous ma chemise. Mais d'où me venait cette tendance à choisir ce qui ne me convenait pas, au point de ne plus vraiment savoir ce qui était souhaitable? Je pensais malgré moi à cette rencontre avec Tate devant le cimetière avait été une sorte de récompense pour avoir cru en elle, ou une incitation à lui raconter ce que je savais, que Nathalie était toujours vivante. Mais au moment où j'avais découvert cet élément essentiel, Tate n'avait aucun moyen de le savoir. Cet intermède dans l'herbe devait donc être authentique. Autrement dit, elle avait vraiment voulu m'embrasser. Au moins, un petit peu. Tu m'as l'air bien plongé dans tes pensées, observa mon père. Je haussai les épaules sans répondre. Je pataugeais trop pour pouvoir répliquer. Je partis au lycée plutôt que d'habitude, longeant Orchard, traversant la passerelle. Le fond du ravin était plongé dans le brouillard, et en regardant mes pieds sur les planches, je songeais aux avertissements de maman, totalement en accord avec ceux de la Morrigan, qui me conseillait de rester à l'écart du chemin de la dame. Les mains dans les poches, je traversais Welch Street. Il n'y avait personne à l'horizon, et je commençais à me sentir un peu perdue, avec le même sentiment d'inexistence qui me venait parfois la nuit, lorsque j'aperçus quelqu'un devant moi. Veste grise, cheveux courts en bataille. Je me précipitai pour la rejoindre. Tate, attends! Je jetai un coup d'œil par-dessus son épaule, fit une grimace qui ne ressemblait à rien à un sourire, m'adressa un signe et laissa retomber sa main. Ça va bien? Elle haussa les épaules, sans répondre. Je me plantai devant elle, quitte à marcher à reculons. Tu as préparé la feuille de travail pour la littérature. Arrête! Fais pas semblant de raconter des trucs normaux. Ne fais pas comme si tout allait bien. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et tu poses la question? Je te demande rien. Je veux juste que tout le monde ne s'en fiche pas qu'elle ait disparu. Pris d'un vertige brûlant, je parvins tout juste à ne pas détourner les yeux. Personne ne s'en fiche. Et qu'est-ce qu'on peut y faire? C'était la pure vérité. Pourtant, je me sentais dans la peau d'un menteur. Nathalie serait en vie jusqu'à vendredi. Et là, il fallait chercher un moyen de la sauver, ce que ferait toute personne digne de ce nom. Or, j'avais l'impression que Tate lisait mon sentiment de culpabilité, mon énorme mensonge écrit au milieu de ma figure. Tout ce qui la concernait semblait se borner aux 15 ou 20 minutes passées près du cimetière. Étonnant de songer que je l'avais embrassée, et que là, j'osais à peine la regarder. Et ta voiture, tu l'as pas? Elle me bouscula pour passer. Elle voulait pas démarrer. Je me plantai de nouveau devant elle. Qu'est-ce qui lui arrive? Si je savais, tu crois pas que je l'aurais fait réparer? Maugréa-t-elle, exaspérée. Bon, je suis en retard maintenant. Tu me laisses passer? En arrivant au cours de littérature, je me sentais plutôt énervée, mais je n'aurais su dire si c'était ma faute ou celle de Tate. Je restais plus ou moins taraudée par l'idée qu'elle m'avait embrassée, juste pour me remercier de l'avoir cru, ou pour toute autre chose du même genre, mais finalement, ça m'était égal. J'avais encore envie de l'embrasser. Quelques rangs devant moi, Alice jouait paresseusement avec ses cheveux, les enroulant autour de sa main, les déroulant sur son beau visage, aux traits réguliers, trop parfaits. Tate, lança madame Brunel, avec un sourire mielleux. Comme pour montrer qu'il ne s'était rien passé le vendredi. Ah, pardon. Comme pour montrer qu'il ne s'était rien passé le vendredi. Pourriez-vous rendre les interrogations, je vous prie? Dans un mouvement souple, Tate se leva
et contourna son bureau, lumineuse et colorée comme un modèle de Van Gogh, les cheveux dressés en crête, les coudes serrés sur sa chemise thermolactyle. Elle prit la liasse de copier et commença par m'arranger, classant les noms. Je me penchai sur ma chaise. Jenna, Jenna, t'as un stylo? Celle-ci fouilla dans son sac et m'entendit souriante comme pour une pub de dentifrice. Comme je n'avais pas mon calepin, je cherchais dans mes poches un vieux ticket, une enveloppe de chewing-gum ou un reçu. Finalement, j'ai trouvé un morceau d'affiche pour un concert, j'écrivais au dos. Je peux te ramener chez toi. Quand Tate arriva à ma hauteur, je lui tendis le message, mais elle l'ignora, déposa ma copie sur mon bureau et poursuivit son chemin. Je l'attrapai par le poignet sans l'avoir vraiment voulu, et j'en fus le premier surpris. Elle avait la peau fraîche et des petits os tout fins. On resta un instant à se fixer, puis elle se dégagea avec dégoût, comme si j'étais contagieux. Elle distribua le reste des copies et reprit sa place sans regarder Madame Brumel, ni personne d'autre. On passa le cours à corriger les réponses, à discuter pendant que je feuilletais mon livre à la recherche d'images intéressantes, ou peut-être d'une solution magique à tous mes problèmes. J'examinais le chapitre des romantiques quand je tombais sur la photo d'une jarre peinte de danseurs gambadant et cabriolant derrière des joueurs de flutio. Je me rappelais l'after de la maison du chaos, sa gaieté démesurée, sa grâce lugubre. Sur la page opposée, un poème louait par-dessus tout la force de la beauté et de la vérité, la beauté étant vérité et la vérité beauté. Mais peu importait comment on décrivait le monde. En fin de compte, mes amis ne connaissaient pas, Tate ne tenait pas vraiment à moi, et la vérité n'était qu'une abomination. Je refermai le livre, regardai la pendule en souhaitant qu'elle avance plus vite. Devant moi, Alice et Jenna discutaient de la soirée de Halloween au lac, se demandant s'il y aurait un feu de joie cette année ou si la pluie allait les obliger à préparer des petits foyers dans les fours à barbecue sous les abris de pique-nique. Elles étaient toutes deux très jolies, je les contemplais et ça faisait un bien fou de se laisser distraire un peu par un spectacle aussi normal. Alice portait un t-shirt ultra court et je me laissais fasciner, ce que Roswell n'aurait pas hésité à trouver masochiste. Mais j'admirais ses cheveux de miel, et je me sentais moins bête qu'en pensant à Tate. Attirée par mon regard, Alice se retourna, l'air excédé. Tu viens à la soirée, Maki? Elle haussait les sourcils, mais gardait les paupières mi-closes comme si ça la fatiguait de s'occuper de moi. Un autre jour, n'importe quel autre jour, j'aurais pris cette question pour ce qu'elle valait, un sentiment de supériorité ou l'intention de me rabaisser. Mais les choses avaient trop mal évolué ces derniers temps, et en prendre un tour nauséabond. Imitant l'attitude de Roswell, je me penchai en avant, haussant les sourcils. Pourquoi? Tu voulais y aller avec moi? Bouche bée, elle rougit un peu, à ma grande surprise. Derrière elle, Tate prenait sagement des notes. J'ai cru voir ses épaules se raidir, mais je ne l'aurais pas juré. Tu veux que je t'accompagne? susurra Alice d'un ton moqueur. Moi, je m'extasiais sans vergogne. Elle avait décidément une bien jolie bouche, douce et brillante. Bon, ça dépend si tu dis oui ou non. Oui, dit-elle en se mordant les lèvres. Et de me décocher un sourire complice. Tate resta obstinément immobile à son bureau, les yeux fixés sur sa feuille comme si rien ne comptait. Le lac, chapitre 19. Ce n'était pas un rendez-vous. Du moins, je me le répétais pour me faciliter les choses. Ce n'était pas un rendez-vous. Je ne faisais que retrouver Alice sur place. Pourtant, ça ressemblait à ça, puisque j'avais manœuvré pour l'y rencontrer comme n'importe quel type qui sort le soir rejoindre les filles. Roswell s'accrochait toujours à Stéphanie, mais cette perspective ne semblait pas l'angoisser. Je lui demandai comment m'y prendre avec Alice, et il répondit tranquillement. Bah, commence par discuter avec elle. Après le dîner, j'allai le rejoindre chez lui, où sa mère m'accueillit en agrafant son collier, les cheveux relevés en une sorte de tresse fantaisiste. Ah, il est dans sa chambre, il se pomponne pour ses fans. Je compte sur toi pour l'empêcher de commettre des imprudences au volant. Je vais essayer, mais je ne sais pas si j'ai beaucoup d'influence sur lui. Elle éclata de rire. Dans ces moments-là, elle lui ressemblait, avec ses yeux en amande bleu glacier. Elle me serra l'épaule d'une main. Ne te rabaisse pas, mon gars, il t'écoute. Roswell était en haut, fort occupé à fixer ses
canine émaillée. Il se donnait un peu plus de mal maintenant que c'était vraiment Halloween, et s'était coiffé d'une étrange banane. Je m'assis à son bureau où traînaient les pièces de la dernière pendule qu'il fabriquait pendant qu'il étalait de la colle sur ses crocs, puis s'essuyait les doigts sur son jean. Lorsqu'il fut satisfait, il me jeta un regard désapprobateur. Qu'est-ce que t'a dit ma mère pour la faire glousser comme une gamine? Rien d'extraordinaire. Elle a toujours l'air de s'inquiéter de ta conduite, comme si on dévalisait des banques. Ah, tu sais bien que les ados conduisent comme des malades. Qui se tatouent des croix gammées sur les bras, volent des ordonnances au vieux pour se procurer de la cocaïne. J'examinais la pendule, construite à partir de la coque d'un vieux téléphone dont il avait équipé le cadran de pièces de monnaie périmées à la place des heures. Elle m'a jamais raconté des trucs comme ça, dis-je en me penchant sur un vieux centime en cuivre. Parce qu'elle te prend pour le sage du groupe. Elle n'a pas tort. Où t'as trouvé toutes ces monnaies? D'après toi, ça vient des jumeaux. Je te jure, chaque fois que Danny répare un truc, il m'apporte un tas de pièces détachées. Croisant les bras, il m'examina des pieds à la tête. Tu te déguises pas? Depuis quand j'en ai besoin? Il sourit, me tapa sur l'épaule. Depuis que tu n'as plus l'air naturellement fêlé et que tu commences à jouer les mecs normaux. Tu vois, dis-je en me levant, c'est ça mon déguisement. Le lac s'était asséché bien avant ma naissance. Situé à la sortie de la ville, il empestait comme un vieux marécage. Des rochers encombraient la rive, mais au centre il restait humide et la pluie transformait son lit en une énorme flaque de vase. Un parc l'avait agrémenté autrefois, avec des tables de pique-nique et des appontements de bois pour la pêche et les promenades en bateau. Toutes activités disparues en même temps que l'eau. Les gens venaient courir sur les chemins voisins, promener leurs chiens dans les bois, mais la plupart du temps, c'était plutôt le rendez-vous des trafiquants de drogue et des lycéens en fait. On s'installa sur l'ancienne aire de pique-nique complètement délabrée. Les foyers étaient tous allumés, comme des phares au milieu des abris. Une fois garés, il fallait remonter une allée jonchée de boîtes de conserve et de canettes de bière. Et toujours cette bruine qui tombait depuis des semaines. Jenna et Stéphanie portaient des manteaux par-dessus leurs costumes et s'étaient réfugiées dans l'abri central. Près du feu, Alice, armée d'une canette, rentrait les épaules pour avoir plus chaud. On s'approcha, et quand elle me vit, elle sourit et me fit signe. Roswell me lança une bière que j'ouvris. Ça faisait drôle de se retrouver dans l'action au lieu de se tenir en marge. Jérémy Seyer s'approcha de moi. Il était déguisé en pirate, coiffé d'un tricorne, l'œil masqué par un bandeau. Hey Doyle lança-t-il. La pure tarouse. Difficile de dire si je devais le prendre comme un compliment, mais comme il me souriait, je jouai le décontracté et lui répondis d'un air enjoué. Tyson Knoll se rejoignit à notre cercle, lui aussi en pirate. Ah, mon pote, tu as parlé du sang. Je tâchais de ne pas montrer mon appréhension. Quel sang? Pas sur ton casier. T'as aimé ou quoi? J'avalai une gorgée de bière et acquiesçai sans trop savoir ce qu'il attendait de moi. J'aurais utilisé un autre mot qu'aimer. Jérémy me posait un bras sur l'épaule. Il sentait le déodorant et l'alcool. Tu te rappelles quand Manson s'est coupé la lèvre à la gym l'année dernière et que t'es tombé par terre comme une vraie lavette? Tu te rappelles, hein? Mort de rire. Toujours à côté d'Alice, je faisais comme si l'anecdote ne me gênait pas trop, mais les filles me souriaient. Décidément, à force de garder profil bas, j'étais devenue complètement parano. Je voyais des menaces partout et ne savais plus distinguer le vrai danger. Ces deux types qui riaient fort et plaisantaient de tout, je les avais longtemps considérés avec la même fascination que je portais Roswell. Un peu comme les filles ordinaires pouvaient voir une Alice ou une Jenna, pas vraiment jalouse, plutôt envieuse. Camille Wilson se tenait non loin de la barrière, dans un autre refuge. Elle avait passé un costume de clown trop grand pour elle et paraissait totalement perdue. Apparemment, elle aurait donné cher pour se joindre à nous et boire de la bière bon marché en compagnie de Jeremy Tyson. Deux vrais abrutis en fait, mais je n'avais jamais su jusque-là ce que ça faisait d'être accepté. Et voilà qu'ils sont comportés comme si je faisais partie de leur groupe. Dans l'atmosphère humide et froide, je sentais la chaleur du feu gagner mes joues, même si je me tenais assez loin du foyer.
Le barbecue à la grille était en acier, brûlé, noir de suie, mais un nuage de fer flottait autour de la fumée. Néanmoins, tout se passait bien pour moi, je me sentais heureux. Sur le parking, les garçons de l'équipe de lutte essayaient de mettre le feu à Poussière la sorcière, mais il pleuvait trop fort et j'obtenais surtout beaucoup de vapeur en pestant l'essence. Alice se rapprocha de moi et me prit la main. La sienne était plus petite et plus large que celle de Tate, avec une pomme douce et souple, des ongles vernis bleus électriques. Sous sa poignée ferme, je pensais soudain à Morrigan, qui cherchait toujours à se tenir près de moi, ne me lâchait plus, comme une gamine. En revanche, Alice était infiniment plus belle que les monstres de la maison de chaos, d'une beauté authentique, loin de celle intermittente de Janice ou de Carmina. Elle attirait toujours l'attention, ne serait-ce qu'un quart de minute. Les garçons de l'équipe de foot nous racontèrent les coups fourrés qu'ils avaient joués à d'autres gens, tout en se passant une bouteille de bourbon. Roswell et Stéphanie s'étaient éloignés du groupe, si bien que je me retrouvais seule à la barre du monde des gens normaux. Mais c'était plus facile que je n'aurais cru. Je pris la bouteille des mains d'Alice, et à mesure que je buvais, la chaleur m'envahissait le corps tout entier. Il me sembla sentir le goût métallique de sa langue, mais je n'aurais pu le jurer. Alice fixait sur moi, ses yeux d'un bleu éclatant, et me contemplait d'un air attendri, comme si tout allait toujours bien se passer. Alors je l'embrassai, humant les effluves de Bourbon, mêlés d'un autre parfum indéfinissable, et ce fut son seul souffle, embaumé d'acier, qui me tourna la tête. Je l'embrassai encore, l'étreignit plus fort. Le feu faisait régner une chaleur étouffante, et la pluie martelait et gravit de la vie. Alice passa les mains dans mon dos, et je la sentis qui se serrait contre mon corps, jusqu'à ce que sa langue vénéneuse s'emparât de ma lèvre inférieure, avant de s'introduire dans ma bouche. Douleur. Pendant une seconde, je ne sus plus où j'étais, ni d'où provenait cette souffrance aveuglante, incandescente, qui m'envahit au point de faire disparaître le reste du monde. Alice était encore collée contre moi, ses mains sur ma nuque, me rapprochant le plus possible de sa bouche pour me retenir dans mon atroce baiser, jusqu'à ce que je me dégage d'un bond en arrière. Je trébuchai hors du cercle de lumière, m'accrochant comme je pouvais à la planche de bois qui encerclait le refuge. Là, je tentais de réfléchir. Pardon. La douleur était immense, plus puissante que ce que j'avais jamais ressenti. Je n'aurais pas cru qu'il existait tant de façons différentes de souffrir. J'avais les bras lourds, inutiles, mais je finis par retrouver la fiole dans la poche de mon blouson, ôter le bouchon, renversant au passage une partie du liquide dans mes mains. J'avalai une longue rasade de l'anapleptique et appuyai le front contre la barrière en me tassant sur moi-même, parce qu'il ne se passait rien. Rien du tout, absolument rien. Et puis, il arriva bien quelque chose, et qui n'avait rien de réjouissant. Cela surgit comme une vague qui balaya tout sur son passage. Pris de haut le cœur, je me pliai en avant, et cela parut durer une éternité. Alice m'appelait, mais je ne pouvais lui répondre. On aurait dit que la fête se déroulait à 1 million de kilomètres de là, dans un autre pays, un autre univers. Pour moi, il n'y avait plus que le sol, la planche, et rien d'autre. « Épiturer !» lança Roswell quelque part au-dessus de moi. Je sentis sa main contre mon épaule. « Oh mince! Mais il est complètement cuit !»« Tu veux que je t'apporte de l'eau ?» suggéra Alice. Pour résister à la glaciale rafale, je ne pouvais que m'agripper à la barrière, et ce fut là que les tremblements commencèrent. « Ça va ?» répondit Roswell. « T'inquiète, je m'occupe de lui. »« Ouais, tu ferais bien. » La voix d'Alice s'éloigna tandis qu'elle murmurait encore quelque chose comme « Oh là là, c'est dingue !» C'est à peine si je m'aperçus que Roswell m'entraînait vers la voiture, s'arrêtant de temps à autre pour me laisser vomir dans le gravier. Il me fit asseoir sur le siège passager, baissa la vitre et claqua la portière. Puis il s'installa au volant et démarra. « Bah, qu'est-ce qui t'arrive ?» demanda-t-il d'un ton plutôt irrité. Je savais... Pardon. Je savais que je devais faire attention, garder mon secret, mais j'étais trop partie pour esquiver le problème, la poitrine encore secouée de lourds spasmes qui m'empêchaient de respirer. Ah, je l'ai embrassé. Et ça t'a provoqué un choc anaphylactique ? Par la fenêtre ouverte, la pluie me battait les joues.
Elle a un piercing à la langue. Sans plus rien dire, Roswell fit demi-tour et sortit en trombe du parking, remonta le chemin boueux qui menait à la route. Affalé sur mon siège, je passai la tête dehors pour ne pas dégueuler dans sa voiture. Quelque part entre douleur et nausée me revint la voix de Luther qui se répercutait dans ma tête murmurant: Tu es en train de mourir. Avant ce désastreux baiser, la soirée s'était déroulée à peu près normalement, mais ça ne pouvait pas durer. Pour les gens comme moi, pas de normal qui tienne. Sur la route bitumée, Roswell parut s'agiter en se remit à me poser des questions. Il parlait trop vite, au point que j'avais du mal à suivre. Bon, qu'est-ce que je dois faire? Si tu veux que je m'arrête là, dis-le. T'as besoin d'eau? Tu veux que j'appelle Emma pour lui dire que je te ramène la tête à l'envers? Oh, dépose-moi au bout d'Orchard. D'accord, tu dérailles, soupira-t-il. Répète parce que je crus t'entendre demander un truc de malade. Tu vas me déposer au bout d'Orchard. Il faut que je rejoigne le crassier. Horrible petit monde, chapitre 20. Roswell se gara au sommet du ravin et ouvrit sa portière. Dans la lueur du plafonnier, je vis son visage creusé par l'ombre, si rigide et attentif que je le reconnus à peine. Je m'attendais à une dispute, mais il se contenta de me tirer dehors et de m'entraîner vers la passerelle. J'en conclus faiblement que c'était un véritable ami, si on pouvait considérer ainsi quelqu'un qui vous laisse à demi inconscient sur un pont. Dès que j'atteignis le fond du ravin, je me sentis désespérément soulagée. Et beaucoup, beaucoup plus mal. Je m'agenouillai dans la boue, appuyai le front sur la paroi du crassier humide, en murmurant les noms de Carlina, de Janice, de n'importe qui. À peine la porte s'ouvrit-elle que je me jetai dessus et tombai à l'intérieur. Tout le long du chemin, j'eus l'impression de glisser, de déraper, de me relever pour repartir et retomber encore. J'aboutis ainsi dans le vestibule de la maison du chaos, avec la désespérante impression de ne jamais pouvoir échapper à cet horrible petit monde. Mon monde. Je n'avais nulle part ailleurs où aller. La Morrigan était par terre, devant le bureau de réception, à jouer avec un petit train en étain. Elle leva les yeux en me voyant débouler et ne parut pas apprécier, sursautant, mettant son jouet à l'abri avant de foncer dans ma direction. Oh, misère! Que s'est-il passé? Qui a fait ça? J'ai fait celui qui ne savait pas, trop impliqué pour pouvoir reconnaître que j'étais plus responsable que n'importe qui d'autre. La Morrigan me lâcha et retourna en courant vers le bureau, ouvrit le premier tiroir, en sortit une grosse cloche de cuivre qu'elle agita au-dessus de sa tête. Janice! Cria-t-elle. Tout en continuant son manège, elle se dirigea vers une porte et j'eus la vague impression que ce bruit allait finir par me faire tourner de l'œil. Janice! Apporte le sérum d'urgence et la seringue! Et Janice d'arriver, de me prendre le bras pour remonter la manche de mon besoin. Leïla, tiens-toi tranquille. Je me raidis, essayai de me concentrer. Elle apportait bien une aiguille, mais de cuivre au lieu d'acier, un cuivre épais qui semblait impropre au perçage de la peau. Je me rendis compte qu'elle allait tout de même me piquer, mais j'avais de tels élancements dans la tête que j'étais incapable de former le moindre raisonnement pour y prêter attention. J'ai dû m'appuyer au bureau pour ne pas tomber. Janice plaça la seringue, pointant le bout à l'intérieur de mon coude avant d'appuyer dessus. Une brûlante douleur envahit mon bras. Un épais sérum brun me coulait lentement dans la veine, et j'ai dû fermer les yeux, renverser la tête en arrière pour supporter ce nouvel élancement. Janice retira l'aiguille et je me mis à trembler, mes jambes à flageoler, ma tête à tourner, désagréable sensation que je ne connaissais que trop. Je tombais à terre. Et néanmoins, je l'aperçus peu après au-dessus de moi, toujours dans son bloomer, couvert d'un long peignoir brodé, les cheveux à moitié relevés, à moitié tombants, comme si elle avait été surprise en train de dormir. Je voulais pas te réveiller, murmurai-je. Merci. Merci pour la piqûre. Je me sens mieux. Elle s'accroupit devant moi, me prit le visage entre les mains, l'air d'examiner mes pupilles, puis elle m'ouvrit la bouche. Tu veux te suicider? Commenta-t-elle. Quelle saleté as-tu voulu avaler? Elle se tourna vers la Morrigan, toujours adossée au bureau, sa cloche à la main. Il a besoin de s'allonger. Trouve-lui un endroit tranquille. Jamais je n'avais entendu personne de la maison du chaos s'adresser sur ce ton à sa maîtresse, comme si elle parlait d'une servante ou d'une petite fille.
Pourtant, celle-ci hocha la tête et vint me prendre par la main. La sienne était si tiède que je pus à peine le supporter. Elle m'emmena vers une petite porte latérale, me conduisit à travers un corridor obscur vers une pièce haute de plafond. Je compris que ça devait être sa chambre, sans doute à cause de son tapis vert à fleurs, sa grande maison de poupée à 4 étages qui occupait tout un angle. Mais c'était l'immense lit à baldaquin qui prenait presque toute la place. Là, dit-elle en défaisant les couvertures. Repose-toi. Je me laissai tomber sur les draps avec mon blouson humide et mes chaussures boueuses et me blottis sur le côté en tremblant. La Morrigan se pencha vers moi. Quand est-ce que tu apprendras que tu as certaines limites? Tu peux te débrouiller dans le monde, tu peux survivre, mais tu ne seras jamais comme eux. Je ne possède ni tonique ni sérum pour ça. Peu importe le mal que tu t'infligeras, tu ne pourras jamais y vivre la même vie qu'eux. Je ne relevais pas l'absurdité du terme eux. Tout le monde à Jeannetree faisait partie d'eux, de même que tout le monde dans la maison du chaos. Moi seule n'en étais pas membre. Je n'étais qu'un être rebelle en dehors de tous. Je veux pas la même vie que tous les autres, marmonnai-je d'une voix essoufflée. Je veux juste vivre ma vie. Il te faudra pourtant l'analyptique. Tu devras commencer par faire un peu plus attention à ta santé. Tu as été très négligent jusqu'à présent. Mais maintenant, tu es là, à l'abri, et nous avons l'intention de nous occuper de toi. Elle sortit un mouchoir qu'elle plongea dans un bol d'eau à côté du lit, me le passa sur le visage, effaçant les traces cireuses de la moustache d'Alice. Après quoi, elle se pencha pour me chuchoter à l'oreille. Je croyais que c'était ma sœur qui t'avait fait ça. Quand je t'ai vue à la porte, je me suis dit qu'elle avait appelé le coupeur pour te massacrer. J'avais envie de lui répondre que ce n'était la faute de personne, qu'on ne m'avait pas attaqué. L'échange de Brenna Jovanov. Bonsoir. J'aime beaucoup ma sœur, répétait-elle en m'essuyant les paupières. L'eau était froide et sentait les feuilles mortes, mais ça faisait du bien. Je commençais à me dire qu'au fond, je me trouvais peut-être chez moi ici, même si c'était une drôle de maison plutôt sinistre, où je n'avais aucune envie de vivre. Je l'aimais énormément et pourtant, à la fin, je n'étais plus d'accord avec elle. N'est-il pas hypocrite d'aimer une personne tout en désapprouvant ses actes? Je clignai les paupières pour en chasser quelques gouttes d'eau. Ces questions n'avaient pas de sens. En matière d'amour, il n'existait ni règle ni consigne. J'ai mal agi, poursuivait-elle en venant s'asseoir sur mes tibias. La pièce semblait s'arrondir sur les côtés, s'approchant en reculant à ma vue. Le baldaquin flottait çà et là. Je me sentais partir dans le vague, à croire que Janice m'avait injecté un calmant qui risquait de me faire perdre la raison, trop fortement dosé en drogue. La Morrigan se blottissait à côté de moi sur l'oreiller. Ma sœur enlève parfois des enfants, sans vraie raison, juste pour les garder. Elle est capable d'en choisir un parce qu'elle le trouve joli ou parce qu'il l'amuse. Tiens, une fois elle a pris une fille, une jolie et intelligente petite fille, pour l'élever comme un jouet. Je ne pouvais tout suivre, mais je comprenais que l'endroit où la sœur de Morgan gardait des enfants comme des animaux de compagnie était pire que la mort. Je me représentais une petite fille en robe bleue du dimanche, ses cheveux blonds sagement coiffés sur les épaules. Et l'image était aussi lointaine que familière, marquée comme si on l'avait pliée. Mais ma tête était pleine de lumière blanche et d'écho, et je ne parvenais pas à la remettre. La Morrigan tordit le mouchoir pour en passer le coin sur mon visage. Je la lui ai prise. Je suis entrée dans la chambre de ma sœur, au plus profond de la maison des mystères. Et j'ai emmené la petite. Je l'ai reconduite dans sa famille. C'était la meilleure des choses à faire. Mais ma sœur m'en veut à mort pour ça. Le lac s'est asséché peu après, et c'est là que ses eaux sont venues nous harceler dans les tunnels. Elle pompe toute la joie de la ville, et lui envoie la pluie. D'un ton altéré par le chagrin, elle se rapprocha encore pour me bredouiller. Je l'ai trahi, et maintenant nous sommes séparés. Elle me punira jusqu'à la fin de mes jours, rien que pour une petite fille. Les yeux clos, je remuai seulement la tête.
Le tissu mouillé devenait carrément froid sur mon visage, et je savais d'où provenait l'image floue qui m'obsédait. Je l'avais vue 1000 fois dans l'entrée, dès que je passais devant la vitrine emplie de porcelaine de Hollande et de tasses à thé. Ma mère! J'avais dit ça d'une voix tellement sèche que je ne la reconnaissais même pas, comme si quelqu'un d'autre venait de murmurer ces mots à mon oreille. Béni, chapitre 21. Je m'éveillai dans l'obscurité, étalée sur le lit à baldaquin de la Morrigan, les couvertures enroulées autour de mes jambes. L'odeur de moisi des draps donnait l'impression de se trouver dans un grenier. Peu à peu, je distinguai quelques objets autour de moi, la maison de poupées géante, et dans un autre coin une énorme commode surmontée d'une psyché. La Morrigan dormait, pelotonnée près de moi en suçant son pouce, une poupée aux vêtements sales serrés contre elle. Ses cheveux ramenés en arrière lui donnaient un air étrangement pacifique, comme une petite fille. Chassant les couvertures, je posai les pieds à terre. Au creux de mon coude, l'injection de Janice me faisait encore mal, mais je sentais plutôt mieux que d'habitude, en dépit de la langue percée d'Alice qui s'était collée à la mienne. Laissant la Morrigan endormie, je regagnai le vestibule, longeai les corridors jusqu'à la porte du crassier où je me retrouvai sous la pluie. En arrivant à la maison de Roswell, j'aperçus sa voiture garée devant le porche éteint. Il était minuit passé et l'obscurité régnait partout sauf à sa fenêtre où brillait de la lumière. Je me plaquai à l'ombre du garage pour envoyer un texto lui demandant de descendre. On se retrouva devant la porte latérale. Sans lui laisser le temps d'ouvrir la bouche, je lui fis signe de se taire et il m'indiqua alors Smelter Park qu'on rejoignit en silence. On s'assit à une table de pique-nique en bordure de l'aire de jeu. Il avait passé sa capuche et laissé ses manches lui remonter sur les mains. J'avais l'impression que tout le monde s'habituait au temps et qu'à force on finirait par le supporter sans plus d'imperméable ni de parapluie. On trouverait normal de vivre dans l'humidité. Je ne parvins pas à poser la question qui m'obsédait, comme si ça risquait de me faire encore plus mal à la gorge. Je ne sus que dire des choses affreusement banales. « Qu'est-ce que tu fais encore debout à cette heure-là ?»« Je travaille, elle m'a pendu le téléphone en attendant tes nouvelles, savoir si tu n'étais pas mort. J'ai essayé de t'appeler, mais je captais même pas ton répondeur. » Il paraissait parler normalement, mais c'était son regard qui m'inquiétait. Il me posa une main sur l'épaule, pas assez fort pour me frapper, pas assez brusquement pour me saisir. « Oh, tu m'as fichu les jetons, qu'est-ce qui s'est passé ?» Et l'air de rien, je regardais le toboggan rouillé, les balançoires abandonnées, mais j'avais le cœur qui battait à tout rompre, comme avant un exposé. Derrière une palissade, l'ombre menaçante de la colline de déchets se détachait sur les arbres et sur le ciel. Je sentais bien que Roswell m'observait à la dérobée. « Bon, finit-il par dire. Bon, pas une attaque personnelle ni rien, mais depuis quelque temps, je te trouve plus bizarre que jamais. Pourrais m'expliquer ce qui se passe ?» Les battements de mon cœur s'accélérèrent encore, et je répondis en fermant les yeux. Je ne suis pas une vraie personne. Ce qui lui fit hurler de rire. Mais si, t'es réel. Reste à savoir si t'es pas dingue. Sauf que c'est bien à toi que je m'adresse. Ce fut comme s'il me donnait l'absolution. J'aurais dû être content, alors que je me sentais anéanti. Je me pris la tête dans les mains. Qu'est-ce que ça fait demanda-t-il gravement. Dis-moi pourquoi t'es comme ça. Comme s'il me manquait un ingrédient pour me rendre aussi normal que n'importe qui, j'examinais l'herbe, histoire de ne pas regarder Roswell. Et je lui racontais tout par bribes. La fenêtre ouverte, le store, le berceau, comment Emma n'avait pas eu peur de moi, comment elle m'avait tendu la main à travers les barreaux, comment au départ je n'étais qu'un parasite, tout comme le jet ou le coucou. Je m'attendais qu'il me traite de menteur, de cinglé. Gentry savait garder ses secrets, et les gens avaient l'habitude de dénier ce qui ne leur convenait pas. L'aire de jeu se trouvait à une extrémité du parc, entre le terrain de baseball et une grande pelouse tondue de près. Quand j'étais petit, je rêvais de balançoires, mais je m'étais retrouvée à jouer au football, et pas une fois Roswell ne s'était inquiété de me voir fuir les agris et les manèges. Ah, ça m'est jamais arrivé dans ma famille, soupira-t-il. Ces enlèvements, ces remplacements. Enfin, tu vois quoi. On connaît pas. Sur le coup, je ne sais pas quoi répondre tant la chose paraissait improbable dans une ville pareille. Tu es sûr? Absolument. On dirait pourtant que ça arrive à peu près à tout le monde ici. On a tous un cousin, un père, une grand-mère ou un grand-oncle pour raconter l'histoire d'un parent devenu dingue avant de mourir. Sardide!
acquiesça-t-il en souriant. Mais chez les rides, ça n'arrive pas. Pourquoi? On est béni des dieux. Il avait prononcé ça sous le ton de la plaisanterie. Pourtant, c'était la vérité. Roswell était exubérant, indestructible, le genre de fils à faire rêver n'importe quelle famille. Si j'avais pu lui ressembler ne serait-ce qu'un peu, ma vie entière en aurait été changée. Je pensais à ce qu'avait dit la Morrigan. Il n'y avait que l'intention qui compte. Quand on y croit, on est béni des dieux, compétent, sympathique, populaire. D'un seul coup, son éternel sourire disparut. Il regarda ses pieds. Crois pas que je culpabilise, hein. C'est pourtant bien le cas. Et c'est pour ça que tu traînes avec moi, non? Tu t'en fiches que je sois bizarre. Parce que dans ton genre, tu l'es autant que moi, non? C'est pas ça. Désolé de te contredire, mais il y a d'autres raisons pour devenir amis que d'être tous les deux bizarres. T'es assez intéressant en ton genre, tu sais. Et avec toi, pas besoin de faire semblant d'être drôle ou content. Je peux dire ce que je pense. T'as parfois du mal à reconnaître la vérité, Maki, mais c'est toujours facile de discuter avec toi. Tant mieux, se dit Roswell. Si Roswell avait autant d'authentiques raisons d'apprécier mon amitié, au-delà du fait que nos pères travaillaient tous deux à l'église, mais cela ne changeait rien au fait que j'étais plutôt étrange et trompeur. Mackie Doyle est mort. Je ne suis personne. Il se pencha en avant, les coudes sur les genoux. Mais si, c'est bien toi. Je t'appelle Maki depuis le CP et toi, et personne d'autre. J'ai jamais connu de Malcolm Doyle. S'il est mort, désolé, mais ça veut rien dire. C'est pas toi. Je n'osais pas le regarder en face. Tu... Écoute, si tu te fiches de moi, je préférerais que tu me le dises. Maki, prends-le pas mal, seulement. T'es le mec le plus bizarre que je connaisse. C'est pas pour ça que t'es pas un vrai mec. En fait, je dirais que ça te rend encore plus particulier. J'enfonçais les doigts entre les planches de la table. C'est l'événement déterminant de ma vie, marmonnai-je. Et tu l'air de trouver ça normal, comme si ce n'était rien du tout. Peut-être parce que ça devrait cesser d'être l'événement déterminant. Il se passe beaucoup plus de choses dans une vie d'adulte que ce qui a pu vous arriver avant l'âge d'un an. Bien sûr, il avait raison. Et ça faisait peur. De nouveau, je me détournai car je ne voulais pas qu'il voie à quel point j'avais pu être seule, à quel point je me sentais maintenant désorientée en me rendant compte que tout ce qui m'avait défini depuis si longtemps n'était qu'anecdotique. J'ai fait quelque chose d'idiot ce soir, avouai-je. Ah, je m'en doutais. En voyant si énervé, j'ai compris que ça devait être énorme. Un piercing sur la langue. Elle t'intéresse tant que ça pour que tu l'aies embrassée quand même. Elle, elle fait comme si j'étais normale, comme s'il n'y avait rien de différent en moi, rien d'étrange, comme si je pouvais être n'importe qui. Il éclata encore de rire au point que j'en vins à redouter d'alerter le voisinage. Et c'est ça tes critères? Une fille qui donne l'impression d'être n'importe qui? Non, je veux dire, parfois ça fait du bien d'être avec quelqu'un qui vous trouve pas glauque. On resta un moment silencieux et ce fut Roswell qui reprit la parole, l'air d'avoir oublié un détail amusant. Avec qui tu sortirais alors? Si tu n'étais pas tant que ça à être normal? Je veux dire, si tu t'en fichais qu'elle te trouve ordinaire et saoulant. Avec qui en particulier? Répétai-je en tirant mes manches sur mes mains. Sans doute Tate. Je m'attendais à le faire encore exploser de rire, me demandant si je voulais parler de Tate Stewart ou d'une autre fille qui portait le même prénom, mais avait des réactions moins nulles. En fait, il me donna juste un coup d'épaule. Alors vas-y. D'accord, elle fout les jetons, mais elle peut être cool. Au moins, c'est pas une salope qui va être avec tout le monde. Je lui répondis d'un rire si forcé que je m'interrompis en plein milieu. Pardon. Désolée, j'ai un chat dans la gorge ce soir. Pas de danger. J'ai tellement fait flipper que tu la croirais pas. Elle ne me pardonnerait jamais. Elles finissent tous par pardonner. Puis les gens deviennent très prévisibles une fois que tu les connais. Ils changent pas tant que ça, hein. Tu te rappelles en cinquième quand on devait organiser les débats et qu'elle s'était fritée avec Dany sur la peine capitale? Elle lui a plus adressé la parole pendant un mois, mais elle lui a plus adressé la parole pendant un mois, mais elle lui a pardonné. Génial. Sauf que ça portait sur un sujet civique. Et puis elle avait 12 ans. Je m'essuyais le visage avec les mains. Rose, tu te rends pas compte comment j'ai tout gâché? Si elle a un peu de cervelle,
Elle doit me détester. Bon, d'accord, elle te déteste. Et si tu veux quand même sortir avec elle, tu vas lui dire que t'es désolé. Si c'est quelqu'un d'équilibré, elle te pardonnera. Sinon, tu n'auras plus qu'à te chercher une autre copine normale. Eh, fais gaffe au piercing, hein. On resta encore un long moment à la table de pique-nique, sans plus rien dire, sans se regarder. Ils en étaient bien. Il ne pleuvait presque plus. En fait, il ne restait qu'un épais brouillard assez glacé. Pourtant, je n'avais envie de rien d'autre que de rester là, auprès de Roswell, qui savait si bien d'aimer les situations compliquées. La bagarre, chapitre 22. Le lendemain devait avoir une importance. D'abord parce que c'était le premier jour depuis des semaines qu'il ne pleuvait pas. Sous le ciel encore couvert, l'atmosphère était froide et presque sèche. Enfin, un signe que la pluie ne pouvait pas durer éternellement, que l'hiver allait bientôt finir par s'installer. Joe et Danny étaient d'une drôle d'humeur à déjeuner, apparemment très contents d'eux. Quand Roswell leur demanda ce qui les mettait aussi en joie, ils se regardèrent en riant. Accoudés à la table, j'essayais de ne pas bâiller. Tu as l'air ravi. Danny me lança une frite. Toi, t'as une tête de zombie. On l'a repéré par rouge, dit Joe. Cette nuit, c'est un montage genre MacGyver, mais ça marche, hein. Comment supporter de connaître la vérité? C'est ce que j'avais envie de leur demander, alors que ça n'augure rien de bon. Comment supporter d'être mis sur la sellette? Quel effet ça fait de devoir révéler ses secrets? Après les cours, j'empruntais le chemin le plus long pour rentrer à la maison, contournant le parking, les yeux fixés sur le sol détrempé. Je n'avais pas atteint le chêne blanc que Tate et Alice sortaient ensemble du lycée. Chose plutôt inattendue. Elles marchaient côte à côte en bavardant. Du moins, Alice bavardait. Tate gardait les yeux fixés sur le morne horizon des banlieues, l'air de s'ennuyer à mourir. Quand elles s'arrêtèrent au bord de la chaussée, on aurait dit un affrontement menaçant entre deux flingueurs. Alice souriait à Tate avec plus de détermination que de bienveillance. Merci, Guillaume. Et moi, je te dis que je pourrais faire un effort. On ne te demande pas de devenir pom-pom girl. Sois normal, c'est tout. Tate ne dit rien. Alice se pencha vers elle. Tu es trop starbée. Les gens, ça les met mal à l'aise. Peut-être que personne ne te le dira, alors voilà, c'est fait. Bon, d'accord, tu l'as dit. Maintenant, tu peux aller t'envoyer en l'air avec qui tu veux. Alice esclaffa sans aménité. Ah, quelle grincheuse! Dire que tu croyais sortir avec Maki. Vous êtes décidément faits l'un pour l'autre. Tate lui décocha un long regard appuyé, propre à faire rentrer quiconque sous terre. C'est pas à toi de me dire ce que j'ai à faire. C'est pas parce que tu racontes sur tous les toits tes aventures avec les mecs que ça va faire de nous des amis. En fait, ça te fait plutôt passer pour une belle garce. Alice la gifla, si fort qu'elle en parut elle-même surprise. Le temps de se redresser, Tate lui rendit l'appareil, mais d'un geste beaucoup plus souple, presque moqueur. Alice lui fonça dessus et Tate esquiva en écartant les mains. Sois Thibault, merci. Elle se déplaçait vite, comme si elle jouait au handball, comme si ça l'amusait. Jusqu'à ce qu'Alice la frappe vraiment. Je n'étais même pas sûre qu'elle l'ait fait exprès. Ce pouvait n'être qu'un accident, une mauvaise coordination de ses mouvements, mais ça marcha. Le sang jaillit du nez de Tate coula sur sa chemise. D'abord, elle ne réagit pas. Puis elle sourit, ce qui, le menton ensanglanté, devient la plus terrifiante des réactions. Sortant les mains de ses poches, je me dirigeai vers elle. Ce fut là que Tate envoya Alice sur le trottoir. Je me mis à courir. Des gens commençaient à s'attrouper. Tate s'acharnait sur son adversaire à terre. Le cou dégoulinant, elle se tenait droite et arrogante, très reine d'Angleterre. Hey criai-je. Hé, arrêtez! Je me faufilai parmi la foule, tendis la main vers elle, la saisis par la chemise, ce à quoi elle réagit violemment. Alice rampait à reculons, essayant de se remettre debout. Autour de moi, pardon. Je suis vraiment désolée. Autour de moi, ça invectivait, se bousculait, mais personne n'essayait d'intervenir. Cette fois, je plongeai sur Tate, la ceinturée. Tate! Tate! Son corps se cambra contre ma poitrine, gesticulant comme un poisson, mais je tins bon. Tate! Lui criai-je dans l'oreille. Arrête! Le sang sur sa chemise me brûlait les mains. Toujours au sol, Alice reculait sur les fesses. Son maquillage coulait par traînées grises sur ses joues et elle pleurait par petits sanglots brefs. Tate, arrête! J'essayai de prendre un ton autoritaire, mais ma voix montait de trop loin. Mes oreilles se mirent à siffler. S'il te plaît!
Arrête! Tout son corps tremblait contre ma poitrine. Au fond de l'attroupement, Alice se relevait. Elle me jeta un regard furieux, ambigu, puis se fondit dans la foule. Dans mes bras, Tate commençait à lâcher prise. Je fus soudain saisi de picotement, d'une impression de flottement, comme si mon corps devenait plus léger que l'air. Signe avant-coureur d'une chute imminente. Je relâchai et reculai, les mains écartées, à peu près certain sur le coup que j'allais devoir m'asseoir, mais ça passa. Je me mis à nettoyer le sang, tâchant de l'essuyer dans l'herbe humide, sur mon jean, n'importe où, pourvu qu'il quitte ma peau. Il m'avait éclaboussé les poignets, mais je ne virai pas au gris comme pendant la collecte. Je pus me rendre sans aucune aide vers le bâtiment, suivi de Tate. Dans le hall d'entrée, je trébuchai sur la dernière marche, faillis tomber. Elle posa une main sur mon épaule. Ça va? J'ai besoin d'eau. Elle se tenait si près de moi avec son odeur que j'avais peine à respirer. Mes mains, elle les saisit entre les siennes, m'entraîna pour les passer sous le jet d'eau de la fontaine. Mes égratignures et mes bleus en vibrèrent de douleur. Elle resta derrière moi, me tenant par les poignets, appuyant sa hanche sur le distributeur. Lorsque tout le sang fut engouffré dans la bonde, elle me lâcha. Je m'adossai au mur, mes mains n'étaient plus qu'extrémités nerveuses et un petit grésillement m'emplissait encore les oreilles. Tate, les bras croisés, m'observait du coin de l'œil. Son nez saignait fort, formant des taches par terre. En dépit de ce masque terrifiant, elle restait d'une beauté renversante, et je lui souris malgré moi. Elle poussa un soupir, se détendit. Ça va mieux? Je fis oui de la tête, en m'essuyant les mains à ma chemise. Je ferais mieux de me laver aussi, ajouta-t-elle en se dirigeant vers les toilettes. Je m'assis par terre, fermai les yeux, essayai de me sécher pour me décrisper. Quand Tate ressortit, elle appuyait sur son nez du papier de toilette déjà rouge. Elle s'accroupit près de moi, je me détournai, ma manche plaquée contre ma bouche. Elle ne parut même pas s'apercevoir que je retenais ma respiration, à moins qu'elle estimât que c'était là le moins inquiétant. Mais qu'est-ce qui t'arrive? S'écria-t-elle. Ça va, c'est rien. On y va? Où? Demanda-t-elle en reniflant dans son papier. Je vais nulle part avec toi. Désolée d'avoir dû boxer ta copine, mais il y a des moments où il faut que ça sorte. C'est pas ça. J'ai un truc à te dire. Tate se leva tellement impressionnante qu'elle me fit peur. À quel sujet? Sur ton insistance à courir après cette salope d'Alice qui ne sait même plus où elle a laissé son cerveau? Non merci, je la connais déjà cette histoire. Tate, s'il te plaît, donne-moi une chance, écoute. Elle me toisa d'un regard mauvais. Pourquoi? Qu'est-ce que j'y gagne? N'était ni le lieu ni le moment pour ce genre de révélation, assis par terre dans le hall d'entrée, essayant d'éviter qu'elle ne me sanglante. Quand je parlais, je fus d'une voix étouffée contre ma manche, que je ne pouvais soutenir son regard. Désolée de te paniquer, incita-t-elle. Tu as besoin d'une présence amie pour te rassurer? De quelqu'un qui dise que tu fais du bon boulot? C'est ça, Maki? Continue de marmonner dans ton coin, je m'en tape. Si tu te sens obligé de jouer les enfoirés. Serrant les dents, je parvins à parler plus fort. Ta sœur n'est pas morte. Et la métamorphose fut immédiate. Sa main tomba de son nez sanguinolent. Ses yeux s'écarquillèrent, et elle ne parut pas s'apercevoir que les gouttes écarlates lui tombaient sur les lèvres. Couvre-toi, dis-je dans ma manche. Elle appuya de nouveau sur le papier sur son visage, mais regardant par-dessus sa main. Redis-moi ça. Elle n'est pas morte. Enfin, je crois pas. Pas encore. Les yeux exorbités, elle poussa un énorme soupir tremblotant, comme sous l'effet d'une décharge électrique. Tu ferais bien de m'expliquer ce que ça veut dire. Attends. On devrait peut-être en parler ailleurs. Oh, mais on va en parler. J'appuyai sur mes paupières du bout des doigts. Tu avais raison, d'accord? Tu as raison pour cette ville. Il y a ces gens, ces drôles de gens cachés. Des gens comme moi. Ils ont enlevé Nathalie et la gardent vivante jusqu'à vendredi. D'accord. Alors, je la récupère comment? J'en sais rien. Elle émit une sorte de râle qui n'avait rien à rire. Génial, fantastique. J'en sais rien, mais je vais trouver. Pourquoi tu ferais ça d'abord? Qu'est-ce que j'aurais pu faire pour mériter la noble assistance de Maki Doyle? Je relevai la tête vers elle. Difficile de deviner son désespoir tant elle s'avertuait elle cachée.
Je peux te ramener chez toi. Je crus sur le moment qu'elle allait me dire d'aller au diable, mais elle hocha la tête et se dirigea vers la porte. La maison de Tate était plus ancienne que la mienne, entourée d'un petit jardin broussailleux, peuplé de mauvaises herbes et de feuilles mortes. À l'intérieur, une fille maigrichonne regardait à la télé un dessin animé très coloré avec un vaisseau spatial. Elle leva la tête en notre entrée et parut effarée à la vue du paquet de serviettes ensanglanté sur le visage de sa sœur. Ah mon Dieu! Tu t'es fait virer? La ferme Connie! La fillette sauta du canapé pour courir vers la porte du corridor. Maman, elle s'est battue! Tate poussa un soupir. Monte dans ta chambre immédiatement! Connie s'exécuta en se tirant à la porte de sa mère et resta close. Je suivis Tate vers la salle de bain où elle ouvrit le placard à pharmacie, choisit parmi les tubes et flacons de l'eau oxygénée et des boules de coton. Ensuite seulement, elle lâcha dans le lavabo son pansement improvisé. Aussitôt l'odeur envahit la pièce. Comme je m'accrochais au rideau de douche pour ne pas tomber, elle se retourna. Comment ça va, Maki? Pas terrible. Pas besoin de rester ici. Assieds-toi ou sors. Qu'est-ce que tu veux pendant que je me nettoie? J'ouvris la porte du congélateur dans la cuisine. Il ne contenait pas grand-chose. Quelques boîtes de plastique sans étiquette et de gaufres. Et dans le bac à moitié plein, je récupérais des glaçons pour les envelopper, dans un sachet plastique qui dépassait de la poubelle. Après avoir remis de l'eau dans le bac, j'emportai la glace sur le perron et m'assis la tête entre les mains. Au bout de quelques instants, Tate vint me rejoindre après avoir changé de chemise. Son nez ne saignait plus, mais ses cheveux mouillés et hirsutes ne masquaient pas l'écorchure sur sa joue. Le temps d'un flash hallucinant, je la vis laver le sang sur son cou en soutien-gorge de dentelle noire. Mais à vrai dire, j'avais du mal à l'imaginer s'acheter un sous-vêtement de ce genre. Elle finit par s'asseoir près de moi et me tendit la main en évitant mon regard. Elle prit la glace d'un geste grave et hésitant. Ça va? Lui demandai-je à mi-voix. Elle se passa une main dans les cheveux, une petite marque rouge apparaissait sous son œil gauche. Non, mais j'en mourrai pas. Je comparai ses poignets si fins aux miens et me retins de rire au son rauque de sa voix fatiguée. On resta ainsi, l'un à côté de l'autre, sans se toucher, sans un mot. Alors je me lançai. J'aurais aimé être comme toi. Ça me faisait drôle de lui avouer une chose aussi essentielle. Je ne voulais pas seulement dire être normale, car même triste et en colère, elle savait exactement qui elle était. Pourtant, cette idée la fit sourire. Pour quelqu'un, surtout toi, pourquoi voudrait-il me ressembler? Tu donnes toujours l'impression de très bien savoir ce que tu fais. Son rire se figea à un petit sourire rouillé. Et qu'est-ce qui te fait croire que ce n'est qu'une impression? Cette fois, on rit tous les deux. Mais on s'interrompit net. À grands coups, du plat de la main, elle avait plaqué ses cheveux comme un garçon. Mais même ainsi, le visage égratigné, elle était belle. Tate. En relevant la tête, elle fit crisser le sachet à glaçons. Quoi? Je suis désolée. Son regard se perdit vers le jardin et elle souffla. Je sais. Non, c'est pas ce que tu crois. Pas tout à fait. C'est pas ce que tu crois. Interloquée, elle déposa le sachet, se tourna pour me faire face. Parce que tu sais ce que je crois maintenant? Question d'expérience personnelle. Là, elle prit mon visage entre ses mains, se pencha et m'embrassa longuement et fou. Je ne m'y attendais pas du tout. Je n'avais même pas osé espérer qu'elle me laisserait encore l'approcher, pourtant elle m'entourait de ses bras, sa bouche contre la mienne. Moi qui ne lui avais rien apporté d'autre que la preuve de ce qu'elle savait déjà. Je lui caressai la joue, le cou. Elle se redressa et me fixa d'un air vif et profond. Ses cheveux étaient encore humides. Qu'est-ce qu'il y a? Demandai-je, la paume sur sa nuque. Tu veux qu'on monte dans ma chambre? Viens juste un petit peu. Tu es sûre? Tu veux ou pas? Je hochai la tête. Alors je me sentais vibrile, à bout de souffle. En est-on revenu au système des récompenses ou est-ce plus sincère que ça? Plus que de la reconnaissance pour lui avoir donné ce qu'elle voulait? Comme elle avait posé une main tiède dans la mienne et que j'avais encore le goût de son baume à lèvres dans la bouche, je la suivis à l'intérieur. Sa chambre dénotait plusieurs personnalités à la fois. Des posters couvraient les murs, Quentin Tarantino, Rob Zombie, David Beckham. Tout y était net, sans vraiment évoquer un refuge de filles.
La couleur dominante tenait plutôt du gris communiste, si ce n'était son ridicule dessus de lit à fleurs. Alors qu'elle s'y asseyait, je m'arrêtai sur le seuil, croisai les bras. Elle se pencha pour dénouer le lacet de ses chaussures. Tate? Oui, dit-elle en relevant la tête. Pourquoi tu fais ça? C'est juste parce que je te dis ce que tu as envie d'entendre. Elle ôta sa chemise. Personne ne me dit ce que je veux entendre. Elle portait en fait un soutien-gorge blanc très ordinaire, sans fioriture. Son corps était plus mince, plus musclé que je ne l'aurais cru, mais le haut de ses seins s'est recourbé voluptueusement comme un fruit. Oh là là! Laissant tomber sa chemise par terre, elle me tendit la main. Viens là. J'avais trop chaud quand je m'assis près d'elle, et elle passa aussitôt ses bras autour de mon cou. Puis elle m'embrassa et je l'embrassai, et rien ne me sembla plus gêné du tout. Dehors vibra un éclair. L'orage approchait dans un coup de vent qui assombrissait encore le ciel. Tate tirait sur ma capuche, m'ôtait mon t-shirt. Je le passai par-dessus mes épaules, m'enchevêtrai un peu, me dégageai. On riait tous les deux et mes cheveux avaient dû s'en mêler, car elle les lissa. Je glissai les mains sur la fermeture de son soutien-gorge, bien qu'elle fût en métal et me brûlait les doigts. Après plusieurs essais, je parvins à le défaire. Tate se débarrassa des bretelles en se penchant vers moi, me laissant lui caresser le dos et les côtes. Quand je la touchai, elle eut la chair de poule et retint son souffle. Mon cœur battait la chamade, mais je ne pouvais dire si j'étais plus nerveux qu'excité, ce qui n'avait aucune importance. Les deux sensations me comblaient. Le vent redoubla et des branches grattèrent la vitre. Un autre éclair jaillit. Aussitôt, suivi du tonnerre. Tate fermait les paupières, comme ébloui par un soleil trop fort. Je me penchai pour l'embrasser sur l'oreille, et elle tourna le visage contre mon épaule, ma peau nue. J'éprouvai de nouveau cette impression de légitimité que tout était à sa place, que je n'avais pas besoin d'autre chose. Des coups furieux retentirent à la porte. Tate! La poignée grinça. Tate, ouvre! Dans un soupir, elle m'écarta d'elle, s'assit, remit son soutien-gorge, puis se leva. C'est urgent! Tate, écoute, laisse-moi entrer! Connie! C'est urgent! Oui! Cria la voix paniquée. Les mots suivants faillirent se perdre dans le vent et le tonnerre. De la fumée! À l'église! Il y a le feu! Tate venait d'enfiler sa chemise et me jeter la mienne. Je l'enfilai à la hâte et on dévala l'escalier ensemble. Nos offenses, chapitre 23. Une fumée noire s'élevait à 30-50 mètres de hauteur, comme une colonne de feu. Oh, mon Dieu! M'écriai-je d'une voix cassée. C'est l'église qui brûle! Tate venait de déboucher sur le perron comme moi. Elle me posa une main sur le bras, mais je la sentis à peine. Le tonnerre grondait juste au-dessus de nous, le vent hurlait, j'entendais aussi le vombrissement des flammes. Je sautai les marches et filai vers l'incendie. La confusion régnait sur tout un pâté de maisons de Wall Street. À mesure que j'approchais, la chaleur arrivait par vagues, ainsi que la puissante et sèche odeur de cendres et de fumée. La rue était pleine de gyrophares, de sirènes, de camions bloquant la circulation au carrefour. L'église ne ressemblait plus qu'à un amas de ruines dévorées par les flammes qui venaient lécher les bâtiments voisins de leur langue orange, noircissant les briques. Un trou s'ouvrait sous le clocher et la fumée s'élevait en tourbillon. Les caniveaux crachaient encore de l'eau. Celle-ci ne provenait pas du ciel, mais des tuyaux se répandant le long des trottoirs et de la rue noire de suie, d'étincelles et de braises emportées par les flots. Sur l'herbe, les pompiers s'activaient en tous sens pour écarter les badauds. Je trouvai Emma sur la pelouse du tribunal, toute seule, les bras croisés, qui regardait brûler son école du dimanche. Je m'approchai d'elle, la tirai contre moi, et son visage parut se friper. « Comment c'est arrivé ?» demandai-je en la laissant se blottir sur mon épaule. « Je sais pas. Peut-être un éclair. La chapelle s'est enflammée avant l'arrivée des pompiers. Je ne crois pas qu'ils vont pouvoir la sauver. Le toit s'est effondré. Où est papa ?» Elle secoua la tête, la bouche ouverte, sur une moue d'ignorance. Emma, où est papa? J'en sais rien. Il y avait tellement de gens. Le chœur des femmes, les études bibliques, l'équipe de ménage. Elle n'arrêtait plus de secouer la tête. Ça devait faire au moins 30 personnes à l'intérieur. Je traversai la rue en courant, me précipitai vers l'église, me jetai sous le ruban de police pour forcer le passage, filai parmi les brancards et les secouristes qui faisaient grimper des membres du chœur munis de casques à oxygène
dans les ambulances. Je le cherchais parmi les gens qui toussaient, enveloppés de leur couverture de survie, et ne les voyant pas, j'entrepris d'examiner ceux qu'on avait étendus sur les civières. L'une d'elles était recouverte et mon cœur se serra. Mais je compris vite que ce ne pouvait être lui. Sous son drap, le corps semblait trop fin, trop délicat, un corps de femme ou de jeune fille. Je fonçai vers l'infirmier et l'attrapai par le bras. Il ne faisait pas partie de la congrégation, mais je le reconnus, car il assistait souvent au pique-nique de l'hôpital. Brad ou Brian, un nom sans histoire, et lui montrai le drap. Qui est-ce? Vous n'avez pas le droit de dire, tant que la mort n'a pas été certifiée par le médecin ou le coroner. Je le lâchai, consterné par ces formalités. Il savait aussi bien que moi que cette femme était décédée. Elle gisait là, à quelques mètres de nous. Alors fallait-il vraiment attendre l'avis des autorités? Qu'est-ce que ça changeait pour elle? La bruine amictait les draps, faisant ressortir un profil, mais pas assez pour me permettre de l'identifier. En revanche, je reconnaissais ses chaussures qui dépassaient juste un peu, juste assez. Les chaussures plates de caoutchouc noir et de cuir rouge avec des petites fleurs découpées sur les orteils. J'apercevais les chaussettes en travers les pétales. Je les avais remarquées à la soirée de Halloween de Stéphanie. Elle jurait avec le reste du costume de Jenna Porter. Perplexe, je passai ma main dans mes cheveux. Elle était gentille, peut-être un peu creuse, mais gentille. Elle ne méritait pas de mourir ainsi, en inhalant la fumée et sans faire exploser les poumons. Elle me disait toujours bonjour, me prêtait ses stylos, et ne s'esclaffait pas aux vacheries d'Alice. Et Dieu sait qu'elle sait, pardon, et Dieu sait que celle-ci ne ménageait pas les autres filles. Je le savais très bien, même si je laissais charmer par ses longs cils et sa chevelure. Mais jamais Jenna n'aurait fait de mal à quiconque. En quittant un Brad un peu abasourdi, je me remis à la recherche de mon père et finis par le trouver sur la route, vêtu du costume bleu qu'il portait toujours aux offices. Bonsoir, François. Il avait les cheveux mouillés et la suie maculée sa chemise blanche. Il restait là, désespéré, les bras ballants, le visage tourné vers l'église qui achevait de se consumer. Il ne me vit pas. Rien d'autre ne le préoccupait plus que cette ruine, l'un des plus anciens édifices de Gentry. Je m'approchai à mon tour à ce triste spectacle, songeant à quel point les choses pouvaient revêtir une valeur différente selon les gens. Cette église, c'était Gentry. Mais Nathalie n'était-elle pas aussi à Gentry, le symbole d'une ville ou de tous ses habitants? En voyant ce qu'assignait le clocher de l'école du dimanche, je pris conscience que j'éprouvais une certaine tendresse pour ces bâtisses. On les avait édifiés pour résister aux catastrophes et témoigner des actes de Dieu. Deux paratonnerres apparaissaient sur le reste du toit et un troisième au sommet de l'église, du clocher. La foudre avait frappé à quelques centimètres de là, formant un arc pour éviter le métal à l'encontre de toutes données scientifiques, ce qui correspondait en tout point aux autres calamités subies par la ville. Me détournant de l'incendie, je m'éloignai du corps de Jenna et de mon père terrassé pour filer directement vers le crassier. Sur Concord Street, les caniveaux débordaient, l'orage les avait emplis de feuilles mortes. Mackie, Mackie, attends. Carlina remonta le trottoir en courant derrière moi. Elle avait toujours son manteau et une écharpe lui enveloppait la tête. La brume devenait si fine que cela tenait plutôt du brouillard, suintant en bas de son vêtement pour former une petite flaque autour de ses pieds. Où vas-tu? Demanda-t-elle en s'arrêtant sous un lampadaire. D'après toi? Je demandais à la Morrigan où elle veut en venir en mettant le feu au bien de la communauté. L'église a disparu, Carlina. Il n'y a plus rien. Laissant retomber ses épaules, elle se passa les mains sur le visage. Ce n'est pas ça. Elle le répéta, comme si elle n'avait rien d'autre à dire. Alors qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qui est arrivé à l'église? C'est vous qui l'avez brûlée? L'église de mon père? Nous ne sommes pas des monstres, Mackie. Ce n'est pas nous qui avons fait ça. Une fois de plus, je fus frappée par la différence entre son visage étrangement banal et son personnage de scène. Carlina Carlyle venait de la fumée des projecteurs, alors que cette autre femme m'apparaissait calme et mystérieuse. Dans la rue, l'air sentait le chaud, le brûler. Alors qu'est-ce qu'on est? Demandai-je d'un ton las. Nous n'aimons pas vraiment les noms. Quand on aime une chose, on prend un peu de pouvoir dessus. Elle devient connue. Nous avons été désignés par bien des appellations. Les bons voisins, les gens bien, mais aussi les gris, les vieux, les autres, les esprits, les fantômes, les démons. Ici, on ne nous a jamais nommés. Nous ne sommes rien.
Une longue minute s'écoula avant qu'il ne reprenne d'une voix étrange. La dame serait bien du genre à vouloir faire du mal à cette ville, du genre à allumer des incendies. Où est-ce? Il y a une porte dans la colline de Déchet près du parc, mais je ne te conseille pas d'y aller. Elle est terriblement dangereuse, et la Morrigan sera furieuse. Et bien qu'elle soit furieuse, réfléchis à ce que tu fais. Tu peux en vouloir à la dame d'avoir fait ça, mais tu n'es pas habilité à représenter les autres. Arrête de parler des autres, j'en fais partie. Carlina hocha la tête. Dans ce cas, prends un couteau avec toi. Un couteau de cuisine ordinaire. Enveloppe-le s'il le faut dans un torchon ou un mouchoir. Tu l'enfonceras dans le sol à la base de la colline. Sinon, la porte ne s'ouvrira pas. Et c'est tout. J'enfonce juste un couteau dans la terre et la porte s'ouvre. Et ensuite j'entre en souriant. Carlina mit les mains dans ses poches. Les rubus sont toujours les bienvenus chez eux s'ils désirent entrer. Elle est peut-être méchante comme une hyène, mais elle te doit bien ça. La bruine tombait encore, fine et continue. Je reçus ce rébut comme une gifle quand Carlina le prononça. Elle dut voir quelque chose sur mon visage car elle croisa les bras en baissant les yeux. En tout cas, je te souhaite bonne chance. Je vous remercie pour votre présence, je vous souhaite une agréable soirée puis on se retrouve très vite pour la suite. Bisous bisous.